Allez, s'il vous plaît, venez vous installer. On va terminer cette journée sur la partie donc se former, s'informer. Et on va tout de suite recommencer avec Madame Joëlle Dupuis, qui travaille donc pour MSA Service et qui va nous parler du dispositif formation prévention du suicide en Occitanie. Voilà, donc venez vous asseoir s'il vous plaît. Bien, bonjour à tous. Alors, je suis Joëlle Dupuis de MSA Service, MPS, Midi-Pyrénées Sud. Donc, voilà, je remplace au pied levé ma collègue qui n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Donc, l'idée de mon intervention, c'est de vous présenter le dispositif de formation de prévention du suicide sur tout le territoire de l'Occitanie. Alors juste un petit mot sur qui nous sommes, Midi-Pyrénées, MSA Service Midi-Pyrénées Sud. En fait, on est tout simplement un organisme de formation. On est, on va dire, une petite fille de la MSA, la mutualité des salariés agricoles, des ressortissants agricoles. Cela dit, du coup, on est comme tout organisme de formation, on intervient aussi sur des thématiques autres et pas que à destination des ressortissants agricoles. Voilà. Donc le partenariat, donc nous avons un partenariat depuis maintenant depuis 2011 avec l'ARS. Alors avant c'était l'ARS ex-Midi-Pyrénées, en tout cas. On travaille ensemble avec l'ARS sur la question de la prévention du suicide. Dans un premier temps, de 2011 à 2014, c'était sur le territoire ex-Midi-Pyrénées. Et puis, depuis 2019, jusqu'à normalement 22 et on va voir. C'est vrai que la période Covid a fait que on n'a pas pu non plus dispenser toutes les formations. Alors nous avons effectivement un nouveau CEPOM, une nouvelle convention depuis 2019 avec en fait on est chargé du déploiement de ce dispositif de formation sur les 13 départements de l'Occitanie. Donc c'est un programme. Alors juste si on fait un pas en arrière, avant il y avait un seul module de formation sur la précédente convention et aujourd'hui, depuis 2019, on déploie trois programmes de formation. Alors il y a 3 contenus avec des niveaux différents. Je vais vous les présenter avec des finalités différentes et le public, bien entendu, est différent. Donc l'idée de ce dispositif, et on va dire que c'est la plus-value de ce dispositif, et on en a parlé tout au long de la journée, il y a vraiment cette question de maillage, mettre les gens en lien par rapport aux situations de la prévention du suicide. Et puis la force aussi, c'est le langage commun. Voilà, merci. Donc les 3 programmes, je vous le disais, voilà, ces petits bonhommes qui mettent, en tout cas, ça faisait partie de notre objectif de mettre en lien les personnes formées. Alors il y a 3 niveaux, les formations sentinelles, je vais le préciser, formation évaluateur et formation intervenant de crise. Donc intervenant de crise, ce niveau-là est destiné aux professionnels de santé, comme les médecins généralistes, les psychiatres, les psychologues, les personnes qui sont, en tout cas, les infirmiers, qui sont à même de mettre, de prendre en charge une situation de crise suicidaire. Donc généralement, ce sont déjà des personnes bien ciblées. On connaît effectivement les établissements. Et l'idée l'objectif, c'est effectivement la prise en charge, mais c'est désescalader la crise suicidaire des personnes. Donc, dans ce module-là, bien entendu, qui peut le plus, peut le moins.
Hein. Il y a l'idée d'évaluer l'imminence du passage à l'acte, hein, et désamorcer la crise. Donc, ce sont des formations de 2 jours qui sont prises en charge par l'ARS. Voilà. Et après, je vais vous expliquer comment on constitue, du coup, les groupes. Hein. Merci. Après, il y a le niveau évaluateur. Le niveau évaluateur, ce sont aussi des professionnels de santé, mais aussi du secteur sanitaire et social, du médico-social. J'ai envie de dire que c'est plutôt aussi des personnes qui sont formées à l'écoute. Là, il est question que la personne qui est formée là pose vraiment la question de la présence ou pas d'idées suicidaires, et d'évaluer le potentiel suicidaire. Voilà. Voilà, et donc ça, c'est une formation de 2 jours, évaluation. Alors, c'est 2 jours, et à 6 mois, il y a une demi-journée pour faire un point, voilà, sur le vécu des stagiaires. Est-ce qu'ils se sont bien saisis des outils? Bon, ça ressemble, on va dire, à un groupe d'analyse de pratique, hein, par rapport aux situations. Voilà. J'ai oublié de dire que ce sont des formations qui sont co-animées par des psychiatres, un psychiatre et un psychologue. Voilà. Donc, ce sont des personnes qui sont, qui ont été formées. Voilà. Alors, il y a eu une première vague de formation de formateurs en 2019, et là, il vient d'en avoir une autre aussi. La plus-value, on va dire, c'est d'avoir cette double vision, hein, de la posture de psychologue et de psychiatre, et surtout la connaissance du parcours de soins du territoire. Hein. Ça, c'est vrai que les stagiaires enfin pas les stagiaires, les participants à ces formations-là sont vraiment en demande du réseau. Quel réseau on peut mobiliser par rapport à une situation. Et puis, il y a la formation Sentinelle. La formation Sentinelle, elle vise à repérer le mal-être, hein. Elle vise aussi à aider la personne à se faire aider. Et on va dire que ce module-là est assez novateur, hein, par rapport à l'ancienne mouture. C'est que elle pointe aussi le fait que la sentinelle, elle doit se protéger. Hein. Les sentinelles, ce sont des personnes qui sont, c'est tout un chacun, ce sont tout citoyens, toute personne, on va dire, qui ont un rôle, ou en tout cas un rôle dans une, on va dire, dans une communauté, hein, comme une association sportive ou une association, enfin voilà, toute personne qui est susceptible d'être en contact avec des personnes en difficulté. Et ça, c'est une formation qui dure 1 jour. Donc l'idée, ce que je vous disais, c'était que toutes les personnes formées soient en lien, hein, les sentinelles avec les évaluateurs, et les évaluateurs avec les intervenants de crise. Donc pour cela, j'ai entendu parler tout à l'heure de la question des annuaires. Effectivement, on a constitué un annuaire, hein, de personnes formées avec surtout les structures. Et par département, effectivement, on est aussi en train de répertorier, de capitaliser tous les dispositifs locaux par département. Donc toutes les personnes qui sont formées ont accès à un site que l'on a créé au sein de MSA Service avec l'ARS. Voilà. Alors, comment on constitue les groupes? Alors, l'idée, c'est que déjà, on se rapproche de chaque référent départemental, donc de chaque département, pour savoir en fait quelles sont les préoccupations, quel public on pourrait cibler. Donc, par rapport à une problématique territoriale, il va y avoir un département qui va nous dire, nous, on est vraiment interpellés par des problématiques liées aux jeunes, ou alors aux personnes âgées, ou alors à une population dite dans la précarité. Et à partir de là, avec l'ARS et les référents départementaux de l'ARS, on va contacter les structures pour leur proposer ces formations-là. Alors l'intérêt, effectivement, c'est de mettre en réseau tous les acteurs sur un territoire, mais aussi on peut très bien trouver une sentinelle et un évaluateur au sein même d'une structure.
Je prends un exemple. Alors, celui que je connais, parce que des fois j'interviens dans les EHPAD, il peut avoir très bien un agent de maintenance qui est sentinelle ou un agent d'accueil qui connaît, qui voit les personnes âgées, qui a repéré effectivement le mal-être de la personne et qui va s'en référer à la personne qui a été formée à l'évaluateur. Donc voilà, on peut très bien aussi constituer un groupe, enfin en tout cas créer du maillage au sein de sa propre structure. Mais le grand intérêt, c'est quand même que tous les acteurs d'un territoire soient en lien et se connaissent. Donc un état des lieux des personnes formées depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Donc en intervenant de crise, je parle sur les 13 départements, il y a eu 372 personnes formées, un évaluateur 460 et 632 sentinelles. Voilà. Sachez que chaque année, en fait, on revient, donc généralement sur les départements, on déploie une intervention de crise, deux sentinelles et une évaluation. Voilà. Après, on peut très bien des fois s'adapter par rapport à des remontées, bien entendu. Donc ça, c'est par an. Et comme la convention est sur 3 ans, chaque année, on revient vers les référents départementaux et on leur dit aujourd'hui, est-ce que voilà, il y a des préoccupations. Alors, on va dire que le ciblage du public, par exemple, ce qui revient souvent, ce sont aussi, par exemple, les jeunes. On va contacter les MDA, on va contacter les missions locales, on va contacter tous les acteurs du terrain par rapport à ce public-là. Voilà un petit peu l'idée. Et c'est vrai que souvent, on s'appuie bien sûr des collectifs déjà construits. Des fois, on va dire que le PTSM, il est plus ou moins avancé, selon l'histoire du territoire, on va dire, et l'expérience. Et donc, on va s'appuyer déjà de collectifs. On va pouvoir leur présenter ce dispositif. Et à partir de là, c'est eux qui peuvent faire le relais auprès des partenaires. Alors là, j'ai bien fait de mettre les lunettes. Donc, état des lieux. Vous avez vu là sur les départements. Bon, je vais pas citer toutes les personnes formées. Je crois qu'il est, si vous voulez, on revoit en tout cas le nombre total d'intervenants de crise, d'évaluateurs et de sentinelles. Voilà, bien sûr que les grandes villes telles que Montpellier ou Toulouse. Il y a beaucoup d'acteurs et beaucoup de demandes. Donc, voilà. Je vais pas détailler tout le chiffre. Voilà. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai amené des petites cartes pour avoir les coordonnées. Je crois qu'il y a les coordonnées de l'association juste après, si vous voulez. Voyons. Voilà. Si vous voulez nous contacter, donc formation @msaservice au pluriel -mps.fr et le téléphone 05 61 10 40 40. Et si vous êtes intéressé, on vous dira si effectivement il y a des formations qui se mettent en place près de chez vous. Voilà, merci à tous. Merci beaucoup, Joël, pour avoir en plus... Recording in progress. Désolée. Du coup, on accueille maintenant Anne Nomblot, qui nous vient de Paris et qui représente là le Psycom. Donc, elle va vous parler de tout ce que fait cette association et de toutes les ressources qu'il propose. Merci. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci Laure pour la présentation. Donc moi je suis en charge de la promotion de la santé mentale au Psycom et j'ai une deuxième casquette, je suis aussi en charge du secrétariat général du collectif national des sismes puisque Psycom assure depuis 2014 le secrétariat de ce collectif. Alors, tout d'abord
je me coordonne. Je déclare n'avoir aucun lien d'intérêt avec des entreprises fabriquant ou commercialisant des produits de santé, que ça soit des médicaments, dispositifs médicaux, matériel médical, e-santé ou marketing médical. Donc, Psycom. Psycom, c'est un organisme public d'information nationale sur la santé mentale. Le but, c'est de promouvoir la vision globale de la santé mentale. En fait, c'est pas moi qui contrôle, mais tout. Merci. Donc, promouvoir une vision globale de la santé mentale. Notre objectif, c'est donc de lever le tabou sur le sujet de la santé mentale, en proposant une information qui est fiable, accessible, indépendante sur la santé mentale, les troubles psychiques, les soins, les traitements, l'accompagnement social ou encore les droits. Et nous, depuis une quinzaine d'années, on décrypte la stigmatisation liée aux problèmes de santé mentale et on développe donc des outils pour agir, pour lutter contre les discriminations des personnes qui sont concernées par un trouble psychique. Les brochures, donc vous avez dû les voir sur le stand. En fait, on a donc vraiment une mission d'information et ça passe entre autres par les brochures qui sont entièrement gratuites, que vous pouvez commander sur le site internet du Psycom. Elles sont encore gratuites, on ne sait pas encore pour combien de temps. Vous pouvez les commander puisqu'elles arrivent vraiment. Alors soit vous pouvez les imprimer, soit vous pouvez les commander. On a 32 brochures, 6 collections. On a parlé tout à l'heure, je crois, de la santé mentale dans la cité. Mais vous avez donc, vous voyez, toutes les différentes catégories. Je vous invite à aller faire un tour sur le site. On a aussi évidemment notre mission d'information par notre site internet qui a été complètement refait. On va pouvoir explorer davantage ce site internet. Je précise que les articles sur le site du Psycom sont rédigés par vous pouvez passer. Merci. Sont rédigés par une journaliste parce que vraiment l'enjeu c'est d'avoir une information qui est accessible et pour ça sortir de notre langage de professionnel c'est des compétences et donc c'est pour ça qu'on a une journaliste qui travaille pour proposer ces articles et là le dernier article qui est sorti c'est ce qu'on peut faire pour sa santé mentale, c'est un recensement des outils qui sont gratuits et qui peuvent être utilisés par chacun pour tenter de prendre soin de sa santé mentale. Parce qu'on a du mal à se retrouver à travers toutes les applications qui sont disponibles. Et donc, c'est un enjeu de savoir... parce que les données de santé, c'est quelque chose dont on ne parle pas suffisamment. Mais quand on utilise toute application sur la santé mentale, en général, on vend nos données, on donne des données. Donc là, c'est un recensement vraiment qui permet de préserver tout ça. Donc, vous voyez le site du Psycom, on a plusieurs rubriques, donc la rubrique comprendre, et on a aussi évidemment la rubrique agir, puisque au Psycom, on construit des outils pédagogiques pour aider à parler de santé mentale, parce que informer c'est bien, mais ça ne suffit pas. On a besoin d'outiller les acteurs de terrain pour qu'ils puissent amener ce sujet auprès de leur public cible. Le premier outil dont on va parler, c'est la boussole de la santé mentale. Alors malheureusement, il n'est pas encore disponible. Il devait être disponible pour aujourd'hui. On devait vous le présenter, mais il sera disponible que courant pendant le mois de décembre, je pense. Donc la boussole de la santé mentale. L'objectif, c'est de situer le concept de santé mentale au regard des troubles psychiques, du rétablissement et du bien-être. Parce que parfois, quand on parle de santé mentale, le premier enjeu, c'est de savoir de quoi on parle. Et donc, parfois, quand on pense santé mentale, on pense bien-être. Parfois, quand on pense santé mentale, on pense psychiatrie. Et donc, c'est bien de mettre à plat ces visions pour savoir, pour pouvoir avancer dans une même direction. Donc, cet outil, il sert vraiment à situer le concept de santé mentale par rapport à ça. Il permet aussi d'envisager les mouvements de la santé mentale, parce que oui, la santé mentale, c'est pas un concept qui est figé. En fait, en fonction de notre trajectoire de vie, évidemment, notre santé mentale, elle évolue en permanence. On l'a vu pendant le Covid, on n'a pas le même état de santé mentale au tout début, à l'annonce du premier confinement, et aujourd'hui. Donc, pas de fatalité en santé mentale. Et ces mouvements de la santé mentale, nous, c'est quelque chose dont on est... c'est quelque chose vraiment qu'on cible dans nos actions, puisque ça nous permet de sortir de la vision vision binaire qui oppose les personnes qui sont malades, les personnes qui sont concernées par un trouble psychique et les personnes qui seraient normales, c'est-à-dire préservées tout au long de leur vie. En sortant de cette vision binaire, on permet de lutter contre la stigmatisation parce que on permet vraiment de limiter la distanciation entre soi et l'autre et essayer de voir les choses qui nous unissent. Alors, vous pouvez continuer.
Voilà la boussole de la santé mentale. En fait, le principe de cet outil, c'est une courte vidéo qui dure 1 minute et qui s'appuie sur la technique du vidéo scribing. Donc, vous devez connaître, c'est une main en fait qui illustre en temps réel les propos de l'explication qui est énoncée par la voix off. Donc, la métaphore de la boussole permet d'expliquer les mouvements de la santé mentale parce que, évidemment, la boussole, c'est jamais figé en fonction de là où on se situe. Et donc, ça permet vraiment de transcrire cette notion du mouvement de la santé mentale. Je vais pas rentrer dans le détail, mais on a aimé aussi cette métaphore puisque il y a des choses comme un champ magnétique qui vient vraiment impacter la direction de l'aiguille. De la même chose, vous l'avez vu avec les déterminants de la santé mentale. Parfois, évidemment, la santé mentale est influencée par des éléments sur lesquels parfois on n'a pas de prise, et parfois il y a énormément d'éléments sur lesquels on n'a pas de prise. Et donc, ça permet d'envisager aussi ces différentes influences. Je vais peut-être me dépêcher. Il reste combien de temps? Non, c'est bon. Alors, le kit pédagogique du Cosmos mental. Je ne sais pas si certains l'ont déjà vu. C'est fait 4 ans qu'on l'utilise maintenant. Et c'est un outil qui a été relayé sur le site étudiant.gouv. L'intérêt de cet outil, c'est vraiment de poser les bases du concept de la santé mentale. Donc c'est un clip vidéo, mais là qui dure 4 minutes et non pas 1 minute. Je vous propose qu'on le projette pour que vous puissiez savoir davantage ce qu'il en est. Qu'est-ce que la santé mentale et surtout qu'est-ce qui l'influence? Pour l'expliquer, partons en voyage dans le cosmos mental. Pour débuter notre histoire, commençons par la petite fusée. Cette petite fusée, c'est vous, c'est moi, et nous naviguons dans ce cosmos. L'objectif de la petite fusée, c'est de garder le cap en suivant la voie lactée de l'équilibre psychique, celui qui nous permet de nous sentir bien. Dans son voyage, elle sera toujours accompagnée de 2 systèmes planétaires qui seront en mouvement permanent. Le système planétaire ressources et le système planétaire obstacle. Si l'on regarde la planète obstacle, c'est-à-dire tout ce qui aura une influence négative sur notre santé mentale, on remarque 2 satellites qui gravitent autour et qui la nourrissent. Le satellite obstacle individuel, qui représente tout ce qui peut agir négativement sur la fusée et qui est propre à l'individu. Et le satellite obstacle collectif, également négatif, mais qui concerne les influences extérieures à l'individu. En miroir, la planète ressource évolue elle aussi en permanence et se nourrit également de 2 éléments. Les facteurs externes favorisants, comme par exemple un environnement familial bienveillant, une société dans laquelle l'accès aux soins est facilité, la reconnaissance des autres, etc. Et les ressources individuelles de la personne, que sont par exemple la capacité à demander de l'aide, à reconnaître ses émotions, à gérer son stress, etc. Autant de compétences qu'il est possible de renforcer, de consolider ou d'enrichir tout au long de la vie. Mais le cosmos est grand, et d'autres éléments peuvent impacter la trajectoire de la petite fusée. Par exemple, les astéroïdes accidents de parcours qui gravitent tout autour de la fusée et qui peuvent venir la percuter à tout moment. Ces astéroïdes sont toujours négatifs et violents et vont dévier la fusée de la Voie lactée. Si au moment du choc, la planète obstacle est plus grosse que la planète ressource, la fusée aura plus de difficultés à revenir sur la Voie lactée. C'est ce qui explique que face à un même événement, 2 individus ne réagiront pas de la même façon. Autre élément du cosmos, les comètes fées. Comme les astéroïdes, elles sillonnent le cosmos et peuvent rentrer en collision avec la fusée. Mais à la différence des astéroïdes qui percutent et continuent leur route, les comètes vont s'accrocher à la fusée et devenir un poids à porter. Il va falloir poursuivre son voyage avec cette difficulté. Cependant, on peut observer une adaptation intéressante de la fusée. En effet, il peut arriver que cette comète transforme l'individu en lui permettant de développer de nouvelles compétences pour faire face à cette difficulté. Le fardeau de départ peut devenir une force, redonnant un sens nouveau à sa vie et donc renforcer la planète ressource. Enfin, le cosmos est habité par une multitude d'étoiles filantes de la vie qui traversent régulièrement la fusée et l'influencent. Il s'agit des événements de vie que nous rencontrons en cheminant, les relations amicales, professionnelles, la vie amoureuse, etc.
Ces étoiles filantes peuvent avoir une influence positive ou négative, cela dépend du contexte, du moment, de ce qu'elles nous font, mais elles auront forcément un impact sur nos planètes. Tous ces facteurs influenceront donc notre trajectoire sur la Voie lactée et la taille de nos planètes. Cependant, il n'est pas toujours simple de savoir pour soi-même ou pour les autres où nous nous situons. C'est pourquoi les balises représentent les signaux qui nous aident à mesurer le thermostat de notre santé mentale. Plus ces balises durent dans le temps et perturbent notre vie quotidienne, plus elles méritent d'être écoutées. Si plusieurs balises sont dans le rouge, c'est sans doute le signe que notre santé mentale mérite une attention particulière. Nous pourrons alors puiser dans notre planète ressources afin de retrouver le chemin d'un équilibre psychique satisfaisant. Merci. Alors, du coup, vous voyez, c'est un petit clip pédagogique. Alors, je crois que je vous l'ai déjà dit, mais il a vraiment été relayé sur le site étudiant.gouv. Il a été pensé pour les jeunes. C'est un outil, en fait, qui est très souple dans son utilisation, on l'a vu. Je vous expliquerai peut-être après, mais en tout cas, il s'adapte à beaucoup de publics. Nous, on estime que ça va en gros de l'ado jusqu'aux personnes seniors. Et il a été pensé au départ dans un cadre collectif, en présentiel, et on a même vu pendant le Covid des sessions en distanciel auprès de seniors. Donc c'est pour vous dire qu'il est vraiment très souple. Alors c'est un outil qui est intéressant parce qu'il permet vraiment, vous l'avez vu, d'explorer beaucoup plus finement le concept de santé mentale en envisageant les déterminants de la santé mentale à travers l'explicitation des ressources et des obstacles. Des ressources qui sont individuelles, donc propres à l'individu, et qui sont aussi évidemment externes à l'individu. Ça permet aussi d'envisager en filigrane les questions d'inégalité, parce qu'on se rend bien compte qu'en fonction des environnements de chacun, on n'a pas le même accès aux ressources, et on n'a pas le même accès aux ressources. Il permet aussi d'évoquer les parcours de vie et les accidents de la vie, et c'est un élément qui est important aussi quand on parlait de récit de vie. J'ai vu qu'il y avait un outil de l'IREPS qui parle de récit de vie. On a parlé aussi juste avant des parcours de vie, des parcours de rupture. Et ben tous ces éléments, c'est à prendre en compte parce qu'évidemment ça fragilise vraiment la santé mentale de l'individu. Et le clip permet de les exprimer. L'outil permet aussi d'identifier les balises. Les balises, c'est ce qu'on appelle chez nous les signaux de mal-être. C'est pas des symptômes, c'est vraiment des signaux qui peuvent être repérés par chacun d'entre vous, parce que c'est des signaux qui sont communs à la fois, ce sont des signaux universels. Alors voici les messages clés du cosmos qu'on fait passer nous dans nos ateliers. D'abord l'universalité de la santé mentale, c'est-à-dire qu'on a tous et toutes une santé mentale puisque on est tous cette petite fusée. Ah oula, 5 minutes, ok. Bon du coup je vous laisserai lire les conclusions du cosmos. Alors, on va passer à l'autre outil. Donc oui, c'est le kit pédagogique. Juste pour préciser que c'est un kit qui contient un mode d'emploi, donc pour prendre en main en toute autonomie. Il y a un webinaire aussi qui est disponible pour s'approprier davantage l'outil. Et puis, on travaille aussi sur un poster qui permet de reprendre tous les éléments qui sont évoqués dans le cosmos. Je précise aussi qu'il y a dans le Grand Est, il y a un projet qui s'appelle le projet IDEO qui a sensibilisé 800 jeunes l'année dernière à la santé mentale à partir du cosmos. Et cette année, les filles, ils ont eu la chance d'avoir un renouvellement de leur financement. Et donc, ils sensibilisent 1700 jeunes à partir du cosmos. Et c'est des élèves de seconde. Donc, d'autres outils qui peuvent être utiles pour vous, c'est dans la rubrique Agir. Vous allez dans la rubrique lutte contre la stigmatisation et c'est mythes et réalités. Les mythes et réalités, ça va être très rapide. En fait, c'est vous pouvez passer jusqu'au bout. Merci. En fait, c'est des mythes qui sont collectivement partagés et l'idée, en fait, c'est de contrer l'idée reçue en apportant la réalité. Vous trouvez donc il y a différentes thématiques. Et différents supports que je vais pas vous présenter là parce que de toute façon on n'a pas le temps. Je précise juste qu'il y a un PowerPoint pour chaque mythe qui permet de prendre en main prendre en main davantage le mythe et la réalité parce qu'il y a toutes les ressources qui nous permettent d'écrire la réalité. Je veux bien que vous passiez. Voilà un exemple encore de mythe et réalité. Alors les sismes, oui très rapidement aussi. Vous avez commencé à aborder les sismes tout à l'heure. Alors, les sismes, en fait, ils ont été créés, ça fait 30 ans que ça existe.
l'objectif des 6, c'est de créer on parlait beaucoup de maillage, donc là c'est de créer vraiment des projets en partenariat, et ça a une visée nationale. Quand? Donc ça a lieu quand? Ça a lieu au mois d'octobre, 2 semaines par an. Avant c'était au mois de mars, mais il y a eu un changement de date pour être en lien avec la journée mondiale de la santé mentale qui a lieu le 10 octobre. Et vous l'avez cité, cette année c'était pour ma santé mentale, agissons pour notre environnement. On avait justement envie de cibler l'environnement physique qui influence tant la santé mentale, que ça soit la dimension du logement, que ça soit l'aménagement urbain de manière générale, ou même l'impact de la crise climatique sur les jeunes. Vous en avez parlé. Vous pouvez passer la diapo. Donc ça, c'est le collectif national. Je vous ai mis des abréviations parce qu'il y a 24 membres et ça tient pas dans une diapo. Mais vous voyez, il y a plein d'acteurs. La dernière structure qui nous a rejoint, c'est la FNES. Donc évidemment, vous connaissez la Fédération nationale d'éducation pour la santé. Mais il y a plein d'autres acteurs. On retrouve le centre collaborateur de l'OMS. On trouve aussi le SPT, donc l'élu santé publique et territoire. Bref, un panel d'acteurs. Le collectif national, pour ceux qui savent pas, en fait, il définit une thématique à partir des remontées de terrain, et après on diffuse, on crée des outils pédagogiques on crée des outils pour faciliter après l'organisation sur le terrain des actions. Donc les porteurs d'actions, ça peut être les porteurs des projets, ça peut être tout le monde, c'est toutes les personnes qui souhaitent agir et s'investir pour la santé mentale. Et vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais il y a des regroupements d'acteurs en collectif sismes locaux informels et évidemment les CLSM qui sont maintenant devenus la cheville ouvrière des sismes. Pour proposer une action sisme, il faut donc que ça cible le grand public. Est-ce que vous pouvez... Merci. Que ça cible le grand public, que ça soit une visée non lucrative, et ça c'est très important parce que on voit de plus en plus que dans la santé mentale il y a beaucoup de personnes qui, donc nous c'est d'ailleurs c'est la newsletter de mardi du Psycom qui traite de ce sujet des charlatans, parce que depuis le Covid ça a largement émergé, donc il y a vraiment une vigilance au niveau du collectif national au niveau du secrétariat pour accepter des actions qui ne sont uniquement à but non lucratif. Inscrite dans la thématique et qui répond aux objectifs des sismes. L'autonomie des porteurs des projets, elle est totale, puisque la seule chose qu'on demande aux porteurs de projets, c'est d'ajouter les actions sur le site des sismes, parce que ça nous permet ensuite de faire une cartographie des actions par département et par région, et puis évidemment de rédiger un bilan, et aussi de répondre aux questionnaires en ligne d'évaluation. Voici le bilan, voilà la carte des actions sismes de l'année dernière, donc ça permet vraiment très rapidement d'un coup d'œil de voir les différentes dynamiques en région. Voilà donc ça c'est le site internet des sismes. Vous avez toujours l'affiche de communication qui est présentée en haut et vous retrouvez donc la carte qui recense toutes les actions. C'est un site à double entrée à la fois pour les porteurs de projets et à la fois pour les Français, puisque ça permet de trouver l'action dans leur territoire. L'espace organisateur, c'est là où vous trouvez toutes les ressources pour les porteurs de projets, le kit de communication dont on a parlé. L'argumentaire, parce que on rédige un argumentaire pour aider à l'appropriation de la thématique. Et donc le kit de communication, c'est la diapo après, vous l'avez vu. Et aussi on rédige un guide méthodologique pour les porteurs de projets, dans lequel vous retrouvez une liste de ressources, d'idées qui rentrent dans le champ de la thématique, qui rentrent dans le sujet de la thématique. Il reste combien de temps ? 2 minutes. J'ai fini. Comment presque? La dernière, c'était juste pour vous dire que voilà, donc quelques actions sismes pour les jeunes qu'il y a eu. Alors j'ai beau avoir des lunettes. Ah bon, c'est bon. Ça c'est écrit assez gros ici. Diffusion du film Rupture, diffusion du film Natura. C'était donc plutôt sur le lien avec l'éco-anxiété, l'écologie. Il y a un escape game aussi qui avait été créé, organisé par le groupe d'entraide mutuelle et par le FRAS. Je vous ai pas mis la région, désolé. Un atelier Land Art est sorti en nature avec les lycéens et le groupe de l'hôpital de jour organisé par le centre de santé mentale et le lycée Sacré-Cœur en Saône-et-Loire. Et il y a un festival aussi qui a été proposé à Lyon et organisé par le Crous et par le Crous essentiellement. Voilà. Et donc si vous avez besoin, je vous ai laissé mon adresse mail des sismes, parce que c'est moi évidemment qui suis à la boîte mail des sismes, et également le contact atelier@psycom.org. Je sais pas si je voulais préciser, mais on accompagne, non je vous l'ai pas dit, on accompagne à la prise en main du cosmos mental avec des ateliers pédagogiques. Voilà, merci.
Merci beaucoup, Anne. C'était extrêmement intéressant. Et aussi vous dire que le Psycom propose des brochures d'informations qui sont nombreuses et qui peuvent être commandées sur le site gratuitement. Je sais pas. Ah ben voilà, tu vois. Moi mais je vous le rappelle. Et on en avait commandé pas mal qui étaient là à disposition. Donc voilà. On va. Oui, voilà, une petite déconnexion. On va maintenant accueillir Madame Lambois. Qui représente Santé publique France et qui va nous parler des compétences psychosociales et du rôle que les compétences psychosociales peuvent avoir dans la prévention et la promotion de la santé mentale. Alors, est-ce que c'est bon pour toi? Oui. Angèle? C'est bon pour vous, Béatrice? C'est bon, vous m'entendez? Oui, parfaitement. Eh ben, bonjour à toutes, bonjour à tous. Et puis, un grand merci encore de m'avoir proposé d'intervenir aujourd'hui pour présenter nos travaux et faire un point d'actualité sur les compétences psychosociales en lien avec le nouveau projet de déploiement qui a commencé cette année. Donc, je vais essayer de partager mon écran. Oui. Donc, je suis Béatrice Lambois. Je suis aujourd'hui conseillère scientifique à la direction de la prévention et de la promotion de la santé à Santé publique France et je pilote au niveau de SPF ce projet de déploiement sur les compétences psychosociales. Aujourd'hui, je vais vous parler en lien avec la santé mentale. Je vais faire un focus sur les compétences psychosociales. Donc, il y aurait beaucoup à dire, hein, donc c'est un challenge que de présenter tous ces projets, toute cette actualité en 15-20 minutes. Donc, je vais essayer d'être la plus efficace possible. Et puis, de toute façon, je vais envoyer vers les supports qui sont déjà en ligne et que vous pourrez consulter plus en profondeur. On va commencer par un petit point et faire le lien. Je pense que ça a déjà été fait, mais de façon peut-être un peu plus approfondie, le lien entre CPS et promotion de la santé mentale, assez rapidement en rappelant les fondamentaux. Je vous ferai un petit focus après sur la stratégie nationale CPS multisectorielle qui est sortie au mois d'août de cette année. Et puis, un petit focus sur nos premiers travaux, nos premiers livrables en lien avec cette stratégie, notre référentiel et le rapport complet CPS qui est sorti le mois dernier. Alors, rapidement, sur les CPS et la promotion de la santé mentale, ça a été largement évoqué. J'étais pas là ce matin, mais ça a été repris cet après-midi. Mais du coup, je vous propose un peu de schématiser les choses de façon... Ça nous aide bien à organiser notre stratégie en santé. Donc, d'appréhender la santé, le champ de la santé, comme un champ d'intervention avec 5 niveaux d'intervention qui permet de positionner chacune des interventions avec leur objectif et leur spécificité. En ce qui nous concerne, donc, dans nos travaux à nous, en lien avec les CPS, bien sûr, on se focalise sur les 2 premiers niveaux, le champ de la promotion de la santé mentale et le champ de la prévention des troubles psychiques. On est essentiellement en prévention primaire, donc qui peut être universelle, sélective ou indiquée, donc universelle qui va toucher toute la population et sélective et indiquée qui va toucher des populations à risque, soit collectives, soit individuelles. On peut se situer dans le champ du soin, mais on est essentiellement dans les milieux de vie des personnes. Et la spécificité, bien sûr, de la promotion de la santé, c'est d'avoir cette approche collective auprès d'un public qui n'est pas malade. Et donc, toute la stratégie d'intervention doit être pensée différemment, puisque généralement, le soin, lui, est pensé vers une approche plus individuelle qui part d'une demande. Donc, c'est ce qui fait la spécificité, entre autres, de notre champ, qui à la fois se situe en continuité. On voit bien avec les autres niveaux, donc la prévention secondaire qui va s'intéresser davantage au repérage et aux interventions précoces, aux soins et à la réadaptation. On se situe en continuité et on essaye d'être en amont et de toucher le plus grand nombre possible de personnes pour éviter justement une dégradation de la santé et de la santé mentale. Donc ce schéma s'applique à la santé mentale et à la santé en général. Si on veut se doter d'une définition opérationnelle de la promotion et de la prévention
en santé mentale. On peut s'appuyer sur 2 documents qui sont vieux mais qui font encore date, c'est-à-dire les documents de l'OMS 2004 et 2005, qui nous proposent une définition très opérationnelle, avec une définition que j'ai regroupée pour montrer à quel point la prévention et la promotion de la santé mentale travaillent avec une même stratégie, c'est-à-dire des buts qui peuvent être un peu spécifiques, puisque la promotion de la santé mentale va plutôt viser à accroître la santé mentale positive et la prévention va plutôt cibler un trouble avec la volonté d'éviter le développement d'un trouble, donc d'éviter l'incidence et la prévalence du trouble. Mais la stratégie va être globalement la même, c'est-à-dire qu'on va agir en amont auprès d'un public non malade en agissant sur les déterminants de la santé mentale. Et notamment, ce qu'on voit avec la littérature, ce qu'on accumule ces dernières années, c'est qu'en fait, c'est essentiellement, en tout cas en santé mentale, en agissant sur les facteurs de protection, qu'on va pouvoir agir de façon efficace. D'où l'enjeu, et ça a été bien évoqué, mais du coup, je vous propose une synthèse qui s'étoffe au fur et à mesure de nos travaux des différents facteurs et déterminants de la santé mentale, avec une place justement toute particulière aux compétences psychosociales. Donc cette synthèse, elle s'appuie sur de nombreuses synthèses, des synthèses françaises qui ont commencé dans les années 2000 avec les expertises collectives de l'INSERM. Donc à Santé publique France INPES, on avait commencé aussi à faire ces synthèses de littérature. Donc vous en avez une qui à la fois commence à vieillir, mais qui est toujours d'actualité. Donc, en 2011, on a fait un bilan des interventions probantes en prévention, promotion de la santé mentale, où vous trouvez donc les interventions et les facteurs essentiels sur lesquels on peut agir. Et ce que je vous propose, sans les balayer tous, c'est de regarder la place très particulière de ces fameuses compétences psychosociales. Alors, en vert, vous avez les compétences en tant que telles qui vont être soit développées, soit sous-développées si c'est un facteur de risque. Et en jaune, vous allez avoir les facteurs qui sont directement impactés par le développement ou l'absence de développement de ces compétences psychosociales. Je vous dis, on va pas rentrer le détail, c'est juste pour vous donner un peu une vision de l'ampleur de ce poids dans les déterminants de la santé mentale. Si on s'intéresse là aux facteurs individuels, on voit du coup l'importance de ces compétences psychosociales au niveau des facteurs de protection, donc tant au niveau cognitif, dans la capacité de résolution de problèmes, l'auto-évaluation positive en lien direct avec l'estime de soi, les facteurs émotionnels et sociaux, avec notamment les compétences émotionnelles, les compétences sociales, les capacités d'adaptation. Et puis, quand ces compétences sont pas assez développées, du coup, au niveau des facteurs de risque, l'importance de ces facteurs de risque dans la santé mentale de façon générale. On voit bien que ces compétences psychosociales occupent une place centrale dans les facteurs individuels. À côté, on a dessous les événements qui sont d'autres facteurs essentiels qui vont possiblement aussi, malgré tout, être impactés, notamment, on peut le mentionner au niveau de la réussite scolaire. Au niveau des facteurs relationnels et familiaux, donc on a les compétences parentales qui ont été évoquées aussi cet après-midi. Donc les compétences parentales, les compétences psychosociales des parents qui vont avoir un impact énorme donc sur toute la qualité relationnelle au niveau de parents-enfants, au niveau du climat familial et au niveau des relations avec les pairs. Donc, bien sûr, une moindre mesure de ces compétences au niveau des facteurs environnementaux, mais malgré tout, le fait que ces compétences psychosociales sont en lien direct avec la qualité relationnelle, on va toucher donc toutes les relations interpersonnelles qui sont un élément clé de la santé mentale. Donc, voilà rapidement cette synthèse et la place essentielle des compétences psychosociales. Là, si on va sur un autre registre, donc beaucoup plus opérationnel, je vais vous faire un petit focus sur la stratégie nationale de développement des compétences psychosociales, donc qui a été lancée cette année. Donc, nous, à l'INPES Santé publique France et dans bien d'autres structures, on travaille sur ces compétences depuis des années.
Les compétences psychosociales sont actuellement dans 6 plans de santé publique. Et aujourd'hui, je dirais la particularité, c'est ce regroupement en interministère, donc cette signature d'une instruction interministérielle par 8 ministères, ce qui est une première dans le champ de la prévention, promotion de la santé en général. Et donc, vous la retrouverez en détail. Donc, je vous ai mis le lien en dessous. Je vous la présente très brièvement. Vous aurez tous les détails en y accédant. Donc, la particularité, donc, c'est cette stratégie en interministériel. Le deuxième élément totalement atypique, c'est une stratégie là, c'est pas 2035, c'est 2037, donc à 15 ans, avec des feuilles de route à 5 ans. C'est pour ça que je vous ai mis 2022-2027, qui est la première date, c'est le premier objectif de la feuille de route, avec un objectif générationnel pour 2035, un objectif très ambitieux, puisque c'est de permettre à tous les enfants de développer ces compétences psychosociales dès le plus jeune âge, pendant toute leur croissance et dans tous les milieux de vie. Donc, on cible notamment les enfants et les jeunes de 3 à 25 ans, plus tous les adultes en position d'éducation. Donc, ça va être tous les éducateurs professionnels et tous les parents, grands-parents et proches qui accompagnent les enfants, puisque ces compétences-là se développent dans l'interaction. Si on regarde des objectifs plus chiffrés et plus précis qui sont dans cette instruction, on voit que la santé mentale est mentionnée comme un objectif, donc avec l'ambition d'avoir 10% d'amélioration des indicateurs des enfants et des jeunes sur la santé mentale. On cible aussi le tabac, le climat scolaire, les résultats scolaires. Au niveau des axes d'intervention, vous trouverez les 3 grands axes dans l'instruction. Donc, tout d'abord, une coordination territoriale avec la mise en place de quotaires au niveau des départements et au niveau des régions. Un accompagnement des professionnels de différentes façons, la valorisation et l'importance du déploiement des interventions probantes, un système de suivi d'évaluation et un cadre institutionnel. Comme je vous ai dit, cette instruction est aujourd'hui portée au niveau national, elle doit se décliner dans tous les ministères. Donc actuellement, on est en train tous les ministères sont en train de rédiger des feuilles de route opérationnelles. La place de SPF, donc dans tout ça, c'est de vraiment venir en appui, donc un appui scientifique, un appui technique, un appui opérationnel. Pour les 3 prochaines années, différents éléments ont déjà été planifiés. Tout d'abord, des référentiels théoriques et pratiques. Donc, le référentiel théorique, on va y revenir puisqu'ils ont été produits cette année. L'idée est vraiment de développer une culture commune, de s'approprier ces concepts-là qui peuvent paraître compliqués, mais qui, en fin de compte, touchent tout le monde dans la pratique. Ces référentiels vont donner lieu ensuite, avec un travail collectif, à la réalisation de guides d'intervention par population. On va commencer par des guides à destination pour animer des interventions auprès des plus jeunes, des 3-6 ans, et auprès des parents, donc pour développer les compétences psychosociales des parents. Au niveau national, on va chercher à accompagner toutes les formations qui vont avoir lieu sur le territoire par une mise en ligne d'une auto-formation à destination de tous les professionnels. On va aussi soutenir le développement des CPS des adultes et des enfants grâce à la mise en place en ligne encore d'un programme de développement pour développer ses propres CPS, puisqu'on sait que c'est par le développement de ses propres CPS, entre autres, que les jeunes, les enfants vont pouvoir développer eux-mêmes leurs CPS. Il va y avoir un grand nombre d'actions de communication et de plaidoyer pour mieux faire connaître ces CPS auprès à la fois des professionnels, mais aussi du grand public. Donc, les actions de communication vont commencer à partir de l'année prochaine. Voilà, maintenant, je vais vous présenter très rapidement pour faire quelques pop-up et vous présenter le référentiel et le rapport complet. Vous trouverez tous ces documents-là sur le site de Santé publique France. Donc, n'hésitez pas à plonger dedans.
L'objectif premier de ces livrables, c'est juste, comme je vous l'ai dit, de développer une culture commune autour des CPS et puis de favoriser la mise en œuvre d'interventions CPS fondées sur les données probantes en mettant à disposition les dernières connaissances scientifiques et théoriques sur les compétences psychosociales. À côté de ces référentiels, donc les livrables, différents livrables sont déjà associés. Vous avez aussi en ligne le séminaire que nous avons réalisé il y a 1 an. Vous retrouverez la présentation de ces principaux contenus et aussi la présentation d'interventions probantes et prometteuses en cours et en place sur le territoire français. Comme je vous l'ai dit, ce référentiel va donner lieu ensuite à des guides pratiques par tranche d'âge et des supports en ligne. Voilà, on va pas rentrer dans le détail, hein, on n'a pas le temps malheureusement, on pourrait y passer des heures. Ça va être l'objet de supports à venir. Juste vous dire que du coup, ce n'était pas prévu, mais dans ce référentiel, ce premier référentiel réalisé en 2021-2022, nous avons proposé une nouvelle catégorisation des compétences psychosociales. C'était pas prévu, mais en fait, différentes raisons nous ont poussé à ça. Le fait que actuellement, justement, au niveau international, il existe plusieurs classifications, donc qui sont pas totalement différentes, mais qui nécessitaient de se positionner. Donc, nous avons fait le choix de maintenir notre lien avec la première définition de l'OMS, celle de 90, mais surtout celle des années 2000, pour ceux qui sont déjà plongés dedans, et d'enrichir cette classification avec les classifications internationales, notamment la classification du CASL. Donc, le CASL, c'est l'organisme américain en charge de déployer les programmes CPS sur le territoire américain, et la classification de l'OCDE. Donc, c'est ces 2 grandes classifications qui, au niveau international, sont utilisées, mais nous avons fait le choix de nous appuyer dessus et de plutôt nous inscrire dans les travaux de l'OMS. Nous arrivons à 9 CPS générales, des compétences cognitives, donc avoir conscience de soi, avoir une bonne maîtrise de soi, savoir prendre des décisions constructives, des compétences émotionnelles, comprendre, avoir conscience de ses émotions, avoir une bonne régulation de ses émotions, savoir gérer son stress, et des compétences sociales, communiquer de façon constructive, développer des relations constructives, résoudre des difficultés relationnelles. Pour chaque compétence générale, vous avez autour de 2, 3 ou 4 compétences spécifiques qui ont été identifiées comme des compétences clés. Oui, j'ai oublié de mentionner aussi qu'il fallait, parmi toutes les compétences psychosociales, il fallait sélectionner celles qui apparaissaient les plus pertinentes. Donc, nous nous sommes aussi appuyés sur la littérature, sur les programmes probants de développement des CPS, afin d'identifier des compétences qui nous paraissent les plus essentielles à développer. Donc, c'est des choses qui peuvent évoluer avec le temps. Aujourd'hui, à l'instant T, nous en sommes ici. Ça a été fait donc de façon collective à partir de la littérature et à partir d'experts professionnels de terrain et professionnels scientifiques français. Et nous en sommes là aujourd'hui. L'idée est justement de pouvoir à la fois définir ces 21 CPS de façon théorique, mais au fur et à mesure des guides de façon très opérationnelle pour accompagner la mise en œuvre d'interventions grâce à une compréhension fine des mécanismes qui sont à l'œuvre dans chacune des CPS. Ce que nous commençons à voir et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à comment on a pu les travailler dans certains programmes jusqu'à maintenant, c'est que chaque compétence pouvait être pensée de façon un peu indépendante. Et ce qu'on voit actuellement, en approfondissant chacune des compétences, c'est que chaque compétence s'emboîte et que c'est en prenant, je dirais, en ayant une bonne maîtrise des premières compétences, donc cognitives et émotionnelles, que les compétences sociales peuvent être travaillées de façon beaucoup plus fluide. Donc, Béatrice, juste pour vous dire qu'il vous reste 2 minutes. Eh ben, du coup, en 2 minutes, nous travaillons. Du coup, vous pourrez aller creuser. C'est vrai que j'ai du mal il y aurait tellement de choses à dire, donc c'est un peu frustrant, mais c'est la règle du jeu. Nous avons aussi fait le choix de proposer une définition plus opérationnelle, plus précise des compétences psychosociales, pour les définir comme des compétences, comme un ensemble
interreliées de capacités psychologiques, donc cognitives, émotionnelles, sociales, qui mobilisent des connaissances, des processus intrapsychiques et des comportements spécifiques, et qui ont de l'impact donc sur le pouvoir d'agir, sur le bien-être psychique, sur le fonctionnement de la personne et sur les interactions. D'où le fait que ces compétences aient un rôle essentiel dans la santé mentale de façon générale. Donc, je vais pas pouvoir approfondir. Vous trouverez, à côté de cette nouvelle classification et cette nouvelle définition, le besoin qui avait émergé de connaître maintenant concrètement comment on met en place ces interventions, des interventions de développement des compétences psychosociales. Il existe à l'international une littérature de 40 années de recherche. Plusieurs programmes sont en expérimentation, voire en déploiement en France actuellement, mais on est vraiment dans une logique de déploiement. Donc l'idée est aussi de partir de toutes les pratiques françaises actuelles et de pouvoir les enrichir avec cette connaissance, cette littérature scientifique, notamment sur les facteurs d'efficacité. Donc c'est ce qui nous a été demandé. Et donc nous avons, grâce à la littérature, pu identifier plusieurs facteurs d'efficacité pour améliorer et optimiser les interventions de développement des CPS. Donc, 2 facteurs principaux qui tournent autour de l'intervention en tant que telle et de la qualité de l'implantation. Vous avez les facteurs et vous avez à côté les modalités opérationnelles et 6 facteurs complémentaires. Donc, certains touchent l'intervention, donc le fait qu'il faut qu'elle soit fondée scientifiquement, qu'elle s'inscrive dans l'intensité, la durée, qu'elle travaille avec une pédagogie expérientielle, qui ait des supports précis et bien développés, et des facteurs liés à l'environnement, puisqu'on voit l'implication de ces CPS dans un contexte relationnel et environnemental. Donc, l'importance des pratiques informelles à côté de ces pratiques formelles, l'importance d'un environnement éducatif soutenant avec des critères opérationnels qui ont été identifiés. Donc ça, c'est vraiment pour aider nous au niveau national. Dans nos guides, on va s'appuyer là-dessus pour proposer des supports les plus aidants possibles. Et au niveau des territoires et des interventions, accompagner et favoriser la mise en œuvre d'interventions les plus efficaces possibles. Voilà, je vous remercie. C'était un peu sportif et j'espère que c'était suffisamment clair. Merci beaucoup Béatrice. C'est effectivement un sujet extrêmement intéressant et tout à fait complexe et riche, et il y a beaucoup de choses à faire. Alors juste pour dire que à l'IREPS on travaille beaucoup sur la question des CPS. C'est quelque chose, on propose des formations sur ça. Enfin voilà, c'est quand même un peu le cœur de notre activité. Donc et on se fait le relais de ce que vous produisez au niveau de Santé publique France aussi. On s'appuie beaucoup évidemment sur ce que vous produisez. On va passer un temps d'échange. Donc si Anne et Madame Dupuis pouvez revenir sur scène pour le temps des questions. Juste, je précise pour ceux qui partent un peu en avance et pour tout le monde quand vous allez partir, si vous pouviez nous remettre les badges à l'entrée, là, dans les cartons qui y a à l'entrée. Et également, les questionnaires, papier, quand vous les remplissez, il y a un carton aussi pour les déposer à l'entrée. Et sinon, il y a des QR codes un peu partout dans la salle pour pouvoir remplir les questionnaires en ligne. Voilà. Donc, on va passer au temps des questions. Pardon. Oui. Mais oui, voilà. Mais en fait, je voulais parler... bon, bref. C'est pas grave. Alors, voilà, si vous avez des questions pour Béatrice et pour Anne et Joël, c'est le moment. Bonjour, je suis Patricia Oranger, éducatrice à l'ASE au département de l'Ariège. Je peux pas, je suis un peu à fond. Donc, je m'interrogeais, moi, c'est vrai que depuis ce matin, on a la connaissance de différents services et d'associations qui interviennent dans certains départements, dont en Ariège. Moi, je suis contente aussi d'apprendre qu'il y a un CLSM en Ariège, je ne savais pas, je découvre. De quelle façon est-ce qu'il intervient, je ne sais pas non plus. Mais là où ma question se pose, c'est qu'effectivement, vous êtes beaucoup de professionnels à intervenir autour de la santé mentale des adolescents. Vous intervenez auprès des mêmes adolescents qui nous intéressent, et tous ensemble. Vous intervenez ou vous souhaitez intervenir auprès des mêmes professionnels. Je me demande où est-ce qu'il peut y avoir à un moment donné une culture et une information commune pour ces mêmes adolescents et ces mêmes professionnels, sans perte d'information, sans perte de budget
et sans clivage institutionnel, parce qu'aujourd'hui on est dans un département où il y a quand même, on observe des gros clivages institutionnels, éducation nationale, politique territoriale, collectivité locale, PJJ et autres institutions. Et c'est vrai que ça m'interpelle parce que je crois qu'à multiplier ce type d'intervention qui est bien fondé, je vais pas le dire autrement, mais nous, en bout de course, en tout cas les professionnels, eh bien, on est actuellement extrêmement démunis pour solliciter des professionnels lorsqu'il y a de vraies situations de crise. Alors c'est vrai que je vais pas dire que trop de blabla tue le blabla, mais peut-être un peu quand il y a des budgets qui sont répartis, peut-être pas forcément bien répartis, ou pour lesquels on n'est pas forcément bien informé. Alors vous avez dit beaucoup de choses là dans votre question. En fait, il y a des objectifs différents. Déjà, lever le tabou sur la santé mentale, je pense que c'est pas du blabla. Je pense que c'est un enjeu majeur de santé publique. Et plus on aura du mal à savoir qu'est-ce qu'on met sous le terme de santé mentale et qu'est-ce qu'on met sous le terme de psychiatrie, plus on continuera à stigmatiser. Il y a énormément de choses à faire encore en termes d'information, vraiment pour qu'elles soient accessibles. Nous, Psycom, on est un organisme public d'information nationale. On est le site d'information. Oui, on n'est pas encore assez connu malheureusement, mais on essaye de l'être. Il y a les brochures. Il y a plus de 1 million de brochures qui ont été commandées l'année dernière. Vous trouvez énormément de ressources sur le site du Psycom. Maintenant, ce que vous disiez sur le territoire, le maillage territorial, ça c'est vraiment sur votre territoire. Psycom, nous, on peut pas. J'ai pas de réponse à vous apporter. Et sur la coordination des acteurs, sur les sensibilisations, oui, si je peux vous parler par exemple du projet IDEO dans le Grand Est, ce qui a fait la réussite de ce projet de sensibiliser 800 jeunes et cette année 1700, c'est parce que c'était un travail collectif financé par l'ARS, porté par l'IREPS également, porté par la Maison des Adolescents. C'est assez rare que l'Éducation nationale ouvre ses portes pour proposer une sensibilisation. C'est, je crois, l'une des seules actions en France, à notre connaissance, en tout cas qui utilise le Cosmos mental, qui a touché autant de jeunes. C'est peut-être c'est peut-être encore insuffisant, mais c'est déjà de bonnes initiatives. Et la réponse, je sais pas quelle est la réponse à apporter, parce que j'ai l'impression que ça renvoie votre question sur le partenariat et le maillage. J'ai l'impression que ça concerne davantage la table ronde de tout à l'heure que notre intervention en elle-même. Bonjour, Sarah Cosero, je suis psychologue et coordinatrice du PTSM des Hautes-Pyrénées. Alors j'ai une question, mais aussi pour un petit peu commenter la question, en tout cas la remarque précédente. L'enjeu des PTSM, c'est aussi d'essayer de faire asseoir tout le monde autour de la table, de favoriser le partage d'une culture commune. En tout cas, c'est l'enjeu et c'est la motivation de tous les coordinateurs qui sont en train d'être recrutés. Je crois que c'est aussi la motivation des acteurs qui se mettent autour de la table. Donc, rendez-vous dans 5 ans pour l'évaluation. Et sinon, j'avais une question pour Madame Lambois sur l'appui de Santé publique France par rapport au projet CPS. J'ai du mal alors peut-être que, c'est parce que vous êtes allé un petit peu vite, faute de temps, mais sur la question des adultes et des jeunes qui peuvent s'auto-former, s'auto-sensibiliser sur les CPS par visio. J'ai du mal à voir, en fait, ça me semble presque un petit peu contradictoire. S'ils se forment vraiment en toute autonomie sur les CPS, quand on sait qu'il faut, l'importance de la posture et puis l'importance de répéter les interventions dans le temps. Alors j'imagine que c'est peut-être en complémentarité avec les différentes autres interventions et les autres actions qui vont être envisagées. Mais je voulais savoir un petit peu comment c'était prévu et aussi sur la question de l'auto-formation des professionnels, comment ça va être déployé, quel sera l'accès, est-ce que ce sera payant pour être très basique. Merci. Bien, oui, merci pour vos questions. C'est vrai que on allait très vite et ces travaux posent cette stratégie soulève encore beaucoup de questions. Tout n'a pas été encore calé, puisque on a un gros travail actuellement sur les feuilles de route pour rendre ce déploiement opérationnel. En tout cas, il va y avoir vraiment une articulation entre les livrables nationaux, donc pilotés par Santé publique France, et les actions en présentiel sur tous les territoires.
Nous, au niveau Santé publique France, notre enjeu est vraiment de mettre à disposition le maximum possible ces savoir-faire qui sont disponibles à la fois dans les travaux scientifiques, à la fois dans des guides pratiques, pour les rendre les plus accessibles possibles. On fait le pari au regard de la thématique, c'est en rendant le plus possible accessible ces connaissances qui sont essentiellement de nature psychologique au plus grand nombre, qu'on va favoriser cette appropriation. Bien sûr, en effet, on est dans un paradoxe. Comment travailler les CPS à distance alors que ce sont essentiellement des compétences relationnelles et subjectives. Et l'enjeu, justement, c'est que ces supports-là viennent en appui avec tout ce qui va être fait en présentiel. Un peu, je dirais, à l'image de la très belle présentation et des supports qui ont été présentés par le Psycom précédemment. On voit bien que les supports en ligne sont là pour alimenter un travail de proximité. Et l'enjeu du national est vraiment, d'une part, de compiler et de faire état des connaissances actuelles, ce qui est pas simple sur cette thématique, et de mettre à disposition des activités. Donc, il existe actuellement beaucoup d'activités autour des compétences psychosociales. L'idée est vraiment de pouvoir les identifier, celles qui nous semblent les plus pertinentes, et puis de les rendre disponibles au plus grand nombre. Donc, pour le grand public, l'idée est vraiment d'avoir des supports très accessibles, en utilisant peut-être la gamification, c'est pas encore bien calé. Et pour les professionnels, de s'appuyer sur tout déjà des plateformes qui existent déjà pour favoriser cet apprentissage en ligne en complément des formations de terrain. Bien sûr, ces travaux sont des travaux publics qui seront accessibles à tout le monde de façon gratuite. Oui, bonsoir. Je rebondis un petit peu sur ce que vous venez de dire. Je me demandais ce que vous pensiez, tout le monde ici, sur des adolescents qui ont vécu un parcours de soins compliqué et qui deviendraient des patients experts, comme on a vu, comme on sait qu'il peut se passer, qu'on sait qu'il y a des patients plutôt adultes qui deviennent des patients experts parce qu'ils connaissent leur maladie, etc. Et au vu du contexte actuel, en France en tous les cas, le manque de médecins, de pédopsychiatres, de psychologues, d'éducateurs peut-être, d'infirmières en psychiatrie, peut-être que... Et aussi, je rebondis sur ce que Monsieur Vigne a dit en début de séminaire, que ces ados-là ont besoin de se sentir utiles et de devenir acteurs. Que pensez-vous, du coup, de faire appel à des adolescents volontaires qui seraient experts et qui pourraient nous aider dans cette prise en charge? Je ne sais pas à qui s'adresse la question, en fait. C'est une très bonne idée, je pense. Nous, au Psycom, on a un réseau de personnes concernées. Parce que pour lutter contre la stigmatisation, l'une des paroles qui est les plus importantes et qui peut-être a du mal à être entendue, c'est celle des personnes concernées directement. Donc bien sûr, si vous pouvez faire parler, donner la parole à des personnes concernées, adolescents. Nous, on a une personne dédiée au Psycom qui travaille justement pour aider à la prise de parole en public. C'est vraiment un travail à part entière parce que un récit de vie, quand on l'apporte devant des personnes, c'est difficile. Qu'est-ce qu'on veut dire? Quels sont les objectifs pédagogiques qu'on veut donner? Voilà. Nous, au Psycom, on travaille sur ça, mais évidemment, toute initiative est bonne à prendre dans vos territoires. J'arrive. Non, juste pour répondre aussi sur la question de la place des usagers, en tous les cas des personnes concernées, parce que c'est vrai que usager ou usagère de la psychiatrie, c'est pas non plus un terme toujours très comment dirais-je, propice, c'est plutôt personnes concernées. Donc il faut quand même savoir, en région Occitanie aujourd'hui il y a des groupes d'entraide mutuelle. Alors je sais pas s'il y a des représentants de personnes concernées dans la salle. La salle s'est un peu vidée effectivement, mais voilà, il y a quand même des initiatives pour travailler sur cette question aussi de la réhabilitation psychosociale et du rétablissement par, je dirais, des activités aussi liées, voilà, à des ateliers d'écriture, à des parcours de vie. Alors il y a le récit de vie là, qui est un plateau tout à fait, un jeu de plateau tout à fait intéressant, en fonction aussi des âges. Après, c'est vrai que sur la question des adolescents et ou des jeunes adultes, il y a un GEM ado qui existe dans le Tarn-et-Garonne
Lot-et-Garonne, hein, donc c'est vrai qu'il y a peut-être des initiatives à renouveler. Et puis après aussi, en fonction, on parlait des publics, hein, vous évoquiez effectivement des publics cibles, donc il y a des GEM aussi autisme qui existent aujourd'hui et des GEM pour des personnes traumatisées crâniennes. Donc au niveau régional, la couverture est assez bien. Enfin, en tous les cas, il y a des GEM partout sur les départements de la région Occitanie. Pour les GEM relatifs au TSA, aujourd'hui, il y en a 7. Sur les 13 départements, donc effectivement tous les départements ne sont pas couverts par ces GEM autisme, mais je dirais que la place des personnes concernées, enfin en tous les cas c'est ce qu'on cherche et c'est ce qu'on recherche, hein, notamment aussi au travers, je dirais de commissions spécialisées, notamment dans le cadre de la CRSA, voilà, pour permettre aussi la parole de ces personnes concernées, et puis aussi, voilà, je dirais entre guillemets des patients experts ou des personnes concernées expertes, et travailler aussi sur ce savoir expérientiel aux côtés de l'ensemble des professionnels qui interviennent dans le champ de la santé mentale. Donc, dans le cadre notamment des politiques territoriales, c'est ce qui est aussi recherché dans l'animation des conseils locaux de santé mentale, de pouvoir, même dans le cadre des projets territoriaux de santé mentale, à la fois auprès des personnes aidantes, des proches. Hein. Alors, on n'a pas cité dans le collectif national, il y a l'UNAFAM aussi, hein, qui représente effectivement les aidants et les proches, mais il y a aussi des fédérations, je pense au CNIGEM ou c'est quoi déjà fédération là au niveau des Fédération nationale des GEM autisme, dont j'ai oublié l'acronyme, mais c'est voilà, il y a quand même recherché aussi cette parole-là pour la confronter, ou en tous les cas accompagner au mieux ces personnes avec. Mais bon, après c'est toujours un peu difficile parce que dans les groupes de travail ou dans les animations territoriales, on retrouve parfois un petit peu les mêmes personnes, et pour certaines qui peuvent s'épuiser. Donc c'est vrai que voilà, il faut vraiment aussi bien accompagner cette place et ce rôle de ces personnes concernées dans ces groupes, ou en tous les cas dans ces travaux territoriaux. Voilà, j'en finirai là. Groupe d'entraide mutuelle. On va. Du coup, juste, je vais surfer sur la vague. Puisque on a parlé de plein de dispositifs, on voit bien qu'en Occitanie, il y a plein de choses qui sont mises en place. Peut-être que vous n'êtes pas au courant forcément de ce qui se passe. Alors, sachez que à l'IREPS, on est présent dans chaque département, qui a une antenne physique avec des chargés de projet. Et vous pouvez tout retrouver les coordonnées de tout le monde sur le site. Et vous pouvez vous adresser à eux, à elles, et elles vous donneront l'ensemble des dispositifs présents sur chaque territoire. Pour parler du 09, vous avez la chance d'avoir le coordonnateur du PTSM 09, qui est aussi salarié de l'IREPS, et qui pourra vous donner peut-être tous les renseignements sur ces CLSM. Je crois que c'est important. Si vous n'avez pas été convié, c'est important qu'on puisse vous connaître aussi. Donc n'hésitez pas à venir. Et à l'IREPS, on a des centres de documentation, puisque vous avez les 2 documentalistes qui sont là et qui peuvent vous aider aussi, puisque on distribue, comme vous disiez tout à l'heure, des outils du Psycom. Ils sont présents au sein des centres de documentation de l'IREPS. Donc n'hésitez pas, c'est empruntable, voilà, et facilement trouvable.